Merci Karel. Ma présentation va être en français, donc je propose d'attendre 5 minutes avant de commencer. 2 minutes peut-être. Mais je voulais mettre les questions juste avant la présentation, donc on va commencer par les questions si c'est possible. Voilà. Donc, ma première question est un peu naïve et m'adresse à vous en tant que personne, pas forcément en tant que mutuelle, et considère la chose suivante. Quelle serait votre source favorite en termes de financement? Donc là, je parle de financement de capital. J'ai compris que le capital n'était pas votre priorité première, mais en termes de source de financement, quelle est votre source favorite? Donc d'abord, Karel les a déjà toutes mentionnées. Donc la dette à travers vos membres, la réassurance, et je ne pose pas cette question pour que ce soit la réassurance, hein, ou les marchés financiers, même si je sais bien que pour des mutuelles, c'est beaucoup plus difficilement accessible. Donc voilà, excellente réponse, je pense. Et je pense que si on pose cette question à une autre audience qui ne sont pas les mutuelles, évidemment, on n'aura pas ce type de réponse. Et j'avais déjà un avant-goût de ça hier avec la présentation sur ce qui s'est passé pour Curalia. Ma seconde question est en fait une question que j'ai posée à mes étudiants à l'université. Et donc ça consiste à pourquoi acheter de la réassurance? Donc, première raison, pour des raisons fiscales. Je ne suis pas un spécialiste, mais ça peut être une raison. Ensuite, la deuxième raison est pour des raisons financières, donc pour protéger le capital. Une raison technique, pour avoir des supports, pour avoir de l'analyse de la part d'une tierce personne. Et la dernière raison est une raison plus sociale. Les réassureurs sont de bons clients, on va dire, pour vous emmener manger au restaurant. Oui, je ne savais pas. Ah, il fallait acheter de la réassurance, Karel. Euh, Donc, je vous propose de voter là-dessus, et puis je vous dirai ce que les étudiants ont répondu pour voir si vous rejoignez la génération Y ou pas. Donc, personne ne veut acheter de la réassurance pour des raisons fiscales, ça m'arrange bien, sinon j'aurais dû expliquer des choses que je ne connais pas très bien. Pour des raisons financières, très bien. Donc, même si vous n'êtes pas forcément à mettre le capital en avant quand Carole vous pose la question, finalement, ma présentation servira peut-être à quelque chose. Les supports techniques. Et enfin, quand même, certaines personnes aiment bien aller au restaurant, donc c'est une bonne réponse aussi. Et les étudiants, en fait, au moment où j'ai posé cette question, une personne s'est levée, enfin a levé la main, et a répondu « Pourquoi pas les quatre ?» Pourquoi pas les quatre? Parce que finalement, ce sont potentiellement de bonnes raisons. Et je pense que cet étudiant avait tout à fait raison, et j'aurais dû ajouter une cinquième proposition qui correspondait aux quatre propositions qui sont là. Donc, vous n'êtes pas si loin que ça de la génération Y. Il y a la créativité aussi qui arrive, et ça passe aussi à travers ce genre de remarques. Donc, pour situer ma présentation, donc, j'ai décidé de faire une présentation très, on va dire, un peu terre à terre, prendre un business case et vraiment être dans le cadre du business case. Donc, le contexte, pardon, vous l'avez déjà. Le contexte, c'est solvabilité 2. Et je vais essayer de répondre à 3 questions qui est, la première question, c'est finalement, donc elle est en bleu, c'est comment peut-on mesurer la qualité d'un programme de réassurance dans le cadre de solvabilité 2? Donc sur un cas concret, sur quelque chose qu'on a observé, qu'on a développé, comment peut-on mesurer cette qualité de réassurance et ne pourrait-on pas amener un petit peu de baume au cœur à toutes les personnes, tous les actuaires qui ont travaillé dans le cadre de Solvabilité 2 pour leur dire votre travail a servi à quelque chose en interne et pas uniquement en externe. Donc, peut-on réutiliser quelque chose du matériel de Solvabilité 2, développé dans l'entreprise pour finalement prendre une décision de risk management? Comme j'ai dit, un cas très précis, donc on va se situer dans le cadre d'une mutuelle non-vie, monoline,
et qui fait de la responsabilité civile professionnelle. Donc, tous ces éléments viennent dire, finalement, nous sommes dans le cadre d'une petite compagnie. Une petite compagnie, et pour la majorité des gens, quand on dit ça, solvabilité 2, on pense à la pénalisation des petites compagnies. Et c'est effectivement donc, le principe de proportionnalité, je ne reviendrai pas dessus, qui est défendu ici, et à juste titre, il me semble. Pourquoi j'ai choisi aussi cet exemple-là? C'est parce que les calculs sont faciles. Je ne risque pas de me tromper en tant qu'actuaire pour vous montrer des résultats. Comme ça, on peut parler de résultats, on peut voir comment ça s'est passé. Et tout est facile, tout est sur les slides. Et vous pourrez les partager entre vous s'il le faut. Donc, le plan de la présentation, donc j'ai déjà fait l'introduction. Je vais regarder un peu les matériels de solvabilité 2. Tiens, finalement, peut-on réutiliser les 3000 cellules Excel qu'il faut remplir dans les QRT ou pas? Peut-on réutiliser, pour ceux qui ont, je dirais pas vraiment la chance, mais d'avoir développé un modèle interne, peut-on réutiliser ce modèle interne pour faire d'autres choses? Ou finalement, doit-on construire quelque chose de nouveau pour prendre les décisions propres à l'entreprise? Carole a mentionné que l'ORSA était quelque chose qui était fait pour l'entreprise. Eh bien, si jamais c'est vraiment fait pour l'entreprise, on devrait pouvoir se baser sur ce qui est déjà fait pour, quelque part, capitaliser sur nos acquis. Ensuite, une notion de mesure de qualité de la réassurance. Donc, je ne parle pas ici de qualité de réassureur. Je parle de qualité de la réassurance, donc de votre propre protection. Est-ce que finalement, vous payez une réassurance qui convient à vos besoins, oui ou non? Et voulez-vous changer? Avez-vous des demandes en termes de capital? Et ça demande une certaine mesure et une mesure objective. Quand on est actuaire, on veut faire un calcul pour pouvoir avoir une mesure objective. Ensuite, je conclurai sur ma présentation. Donc, solvabilité 2, là, je vous regarde un petit peu pour voir s'il y a des grimaces dans la salle. Je ne vais pas revenir dans tous les détails de cette slide-là. La seule chose que je voudrais dire, c'est que c'est effectivement énormément de travail pour avoir contribué durant toutes ces dernières années au modèle interne de mon entreprise. Je sais que c'est énormément de travail et énormément de ressources également. Donc on a eu hier un essai pour chiffrer ça dans une présentation. Je pense que c'est effectivement, il est temps de se demander, peut-on capitaliser là-dessus? Que peut-on utiliser? Formule standard, je ne veux pas revenir sur la formule standard, simplement dire qu'il y a des éléments dans la formule standard. Quand on fait ces calculs-là, en tant qu'actuaire, on doit faire toute une série de calculs en amont. On doit arriver à faire un calcul relativement simple. On fait des plus, on prend parfois des racines carrées. Mais finalement, le calcul est relativement simple. Mais derrière ça, il y a un travail qui est fait. Surtout lorsqu'on utilise les fameux USP. Donc les Undertaken Specific Parameters, on arrive à des calculs qui sont là derrière et latents et qui viennent juste alimenter une formule simple. Si on s'arrête là, on peut penser que ces calculs en amont, pas la formule simple, mais ces calculs en amont peuvent être utilisés derrière pour faire du risk management. Je ne vais pas trop parler du CAT ici parce que finalement, dans une branche comme j'ai choisi, il n'y en a pas, ou en tout cas pas sous forme de scénario comme c'est le cas dans la formule standard. Un modèle interne, donc ça c'est un slide que j'aime bien, c'est un slide que je montre à mes étudiants aussi, c'est finalement les motiver à travailler pour faire un modèle interne, parce qu'en tant qu'actuaire, on aime bien. Donc ECM au milieu, ça correspond pour Economic Capital Model, et tous les ronds qui se trouvent autour représentent les différentes, ma vision de ce que pourrait servir un modèle interne. Donc évidemment, il y a la partie capital, et il y a le stakeholder régulateur, évidemment qui arrive. Donc en mauve, on voit les différents points qui sont plutôt externes, et en bleu, plutôt ce que moi je pense qui pourrait être utilisé en interne dans une entreprise et qui devrait être utilisé donc, dans les années à venir. Le problème d'un modèle interne, c'est que c'est souvent complexe, même pour l'actuaire qui l'a fait, et en fait pour la batterie d'actuaires qui l'a fait. C'est souvent complexe, ça prend énormément de temps, ça coûte cher, et finalement, pour pouvoir dire ce qui se passe lorsque je change le petit paramètre, pour pouvoir dire comment mon capital va évoluer, il faut pouvoir prédire le futur. Donc j'ai vu qu'il y avait des gens ici qui pouvaient prédire le futur, mais pour ma part, je n'arrive pas même à lire le modèle qu'on a fait à cette précision-là. Donc la question est simple, peut-on faire quelque chose de simplifié? Peut-on prendre des raccourcis dans notre modélisation? Peut-on prendre des éléments qui sont déjà calculés et les utiliser tels quels par la suite?
La réponse est bien sûr. Bien sûr, simplifier les choses est toujours possible quand c'est pour des usages internes à l'entreprise. Quand c'est pour l'externe, on sait bien qu'il faut toujours complexifier. Par contre, quand on veut prendre des décisions de risk management, piloter une entreprise, piloter un programme de réassurance, aller vers une nouvelle forme de restructuration, comme Carole l'a dit, toutes ces choses-là peuvent être basées sur un modèle simple qui peut être objectif. On se focalise essentiellement sur les risk drivers, vraiment les choses qui peuvent vous empêcher de dormir le soir, et pas vraiment les petits paramètres dans les 3000 cellules de la feuille Excel qu'il faut introduire. Donc, un point important, et quand je présente ça à des jeunes actuaires, c'est qu'il faut garder le contrôle sur la complexité du modèle pour pouvoir prendre de bonnes décisions, et des décisions où alors on a compris toute la chaîne de risque. Pour notre mutuelle, je vais pas aller dans les détails, on a fait un petit calcul simplifié pour pouvoir arriver finalement, pour notre risque de prime, parce que la réassurance, c'est souvent, on signe ça souvent pour le futur. Pour le risque de prime, on va faire un petit modèle simple où on modélise les sinistres, on modélise les frais, on modélise les primes qu'on va recevoir aussi l'an prochain, et on met tout ça ensemble dans une petite modélisation. Ce qui est très important, c'est qu'il y a un nombre très limité de paramètres. Donc, finalement, on peut jouer sur ces paramètres, on peut analyser ça pour prendre une décision. Tiens, si on change un petit peu notre stratégie, si on paye les sinistres un petit peu différemment, quel va être l'impact après sur nos décisions de risk management. J'ai mis les calculs ici pour que les slides soient complètes, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Ce qui m'avait étonné lorsque j'ai regardé ça, et j'ai été revoir l'actuaire qui avait fait le travail là derrière, finalement, la formule standard, dans ce cas-ci, est bien plus avantageuse en termes de capital que le modèle interne. Ce qui m'a d'abord donc tout à fait étonné. Et la raison est la suivante. On travaille avec différentes compagnies pour estimer les paramètres de la formule standard, donc des petites compagnies avec un volume limité, potentiellement des déviations plus importantes. Volume limité, moins de diversification. On travaille avec des grandes compagnies et on prend des volumes beaucoup plus importants et qui finalement, le principe de mutualisation des risques se joue beaucoup plus dans ce cas-ci. Et ensuite, en bon actuaire, on fait la moyenne. Et donc, sur ce graphique-ci, on peut voir que, bah oui, pour certains cas, il peut être plus avantageux de travailler avec une formule standard purement sur les chiffres. Je ne parle pas de tout le reste derrière, de toutes les différentes boules qu'il y avait autour d'un modèle interne partiel. Il peut être plus avantageux de travailler en formule standard en termes de montant de capital. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas au départ. Pour moi, la formule standard avait été fixée de telle sorte que chaque compagnie, si elle adaptait sa propre volatilité, ses propres risques, aurait potentiellement une réduction de capital. Ce n'est pas toujours le cas. Quelques mots sur la qualité de la réassurance. Donc là, j'ai mis un peu plus de raisons pour acheter de la réassurance. Et l'idée ici était de se poser la question de, finalement, quelles sont, dans les raisons d'acheter de la réassurance, qu'est-ce qui est matérialisable, qu'est-ce qui peut être basé sur des chiffres pour que ce soit objectif. Le fait d'aller au restaurant avec son réassureur n'est pas objectif. Tout dépend évidemment de la qualité du restaurant. Mais réduire la volatilité des résultats ou réduire le capital, pour moi, ce sont des critères qui ont du sens et qui sont directement calculables sur base de nos petits modèles simples, basés sur des calculs qui ont déjà été faits en amont, donc qui ne prennent pas énormément de temps pour le faire. Le capital, donc, assez rapidement, est composé d'abord d'un montant brut, et ensuite on impacte les traités de réassurance. Donc ce qui est très important, c'est que dans notre petite modélisation, on ne se perde pas trop et on puisse appliquer quand même les structures de réassurance. Pas oublier non plus que vient s'ajouter un risque de contrepartie qui est beaucoup plus facilement diversifiable, dans le sens où, quand on prend un nombre plus important de réassureurs, évidemment, on diversifie ce risque de contrepartie. Et ensuite, on calcule le SCR net. En faisant ça, sur nos petits modèles, en fait, on se rend compte que la réassurance, encore, n'est pas forcément prise de la meilleure façon dans la formule standard. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais qu'on peut calculer pour chaque programme, on peut calculer ce SCR. Et ensuite, on peut connaître le coût de chaque programme. Soit on estime ce que nos réassureurs chargent en tant que prime de risque, soit on demande à son réassureur de pouvoir avoir le prix pour différents programmes. On compare ça et on arrive en fait à une conclusion qui est de,
en modèle interne simplifié, on a un aspect de plus on cède de risque, plus on va diminuer le capital, ce qui est logique. Donc solvabilité 2, risk-based. Plus on cède de risque, moins on doit mobiliser de capital. Dans la formule standard, c'est un peu plus compliqué que ça, et je vais juste donner un petit mot là-dessus, c'est plus on cède de volume, moins on a besoin de capital. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en termes de réassurance, on peut prendre des décisions sur l'un ou sur l'autre. Et en termes de réassurance, on va se situer plus à gauche. Cession de risque veut dire réassurance non proportionnelle. Formule standard veut dire plutôt favoriser la réassurance proportionnelle. Une fois qu'on a tout ça, qu'on peut faire ces petits calculs, eh bien derrière, on peut simplement dire on a le prix de la réassurance, on a le capital associé, et ça nous fait un return. Sur base de ce return, on peut faire une évaluation de différents programmes de réassurance. Donc pour la beauté des choses, ici j'ai un peu complexifié tous les programmes envisagés, avec des codes parts, avec des traités non proportionnels, avec des stop-loss et ces choses-là. Et on met ça sur un graphe, parce que les actuaires aiment bien les graphes. Et on compare, donc on prend en fait le programme de réassurance qui nous maximise ce profit. Cet objectif, c'est indépendant du réassureur qui est derrière, c'est simplement de se dire, tiens, je veux un programme de réassurance où ma cession de risque coûte, quelque part, le rendement entre ce que je paye à mon réassureur et ma cession de risque est optimal. Et ici, dans ce cas-ci, c'est un programme assez compliqué, c'est un code part avec un excédent de sinistre dessus et finalement un stop-loss sur rétention. Dans toutes les simulations, évidemment que j'ai inclus le fait de ne pas mettre de réassurance. Ça peut être quelque chose, et donc on voit que le SCR est beaucoup plus important, mais que le return n'est quand même pas si mal non plus sans réassurance. Enfin, il y a un programme tout en dessous et je ne pouvais pas ne pas le justifier. C'est un programme uniquement en stop-loss, donc protéger directement les résultats sur une compagnie monoline. Et ce traité-là, en fait, coûte très cher parce que les réassureurs qui ont tarifé ça, c'est-à-dire nous, n'avions peut-être pas envie de ça. Donc, pour aller plus loin, ce petit exemple assez concret sur base de chiffres, un peu terre à terre, peut être étendu, je pense, à beaucoup d'entreprises. Que ce soit non-vie, vie, monoline, multiline et tout ça. Plus on ajoute de facteurs, plus on peut diversifier. Pour conclure ma présentation, je dirais que l'avantage de Solvabilité 2 est d'avoir mis le risk management sous les projecteurs. On peut l'utiliser et c'est un peu le même message que j'ai entendu hier. Finalement, les gens se parlent et vont dans un certain sens. Donc les gens au sein de la compagnie se parlent et vont potentiellement aller dans le même sens. On peut discuter, on peut utiliser ce que chacun fait. Il y a des outils assez simples, faciles à comprendre, faciles à interpréter, qui sont disponibles directement, je pense, dans tous les calculs qui sont faits dans l'entreprise. Et pour moi, il n'y a pas de limite entre faire un modèle interne, faire une formule standard, tout ça. L'important, c'est de gérer son capital, de regarder à quoi il ressemble et de regarder quelles sont les solutions alternatives qu'on pourrait y apporter. Et je terminerai par une phrase que j'aime bien, qui est de dire que il faudrait peut-être le rappeler au régulateur de temps en temps, c'est qu'essentiellement tous les modèles sont faux, mais que certains sont utiles. Donc peut-être concentrons-nous là-dessus plutôt que de trouver le meilleur modèle. Merci.